tryna make y'all comfortable. For the record, you ain't tryna grow, then it's done for you. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de LPC. Je suis avec mon compère Paul Lanciano et aujourd'hui on va pouvoir parler de pas mal de petits sujets dans ce nouvel épisode. Donc on va faire un petit récap des compétitions qui sont arrivées récemment et on viendra ensuite parler des France juniors qui arriveront du coup très prochainement avec pas mal de choses à dire. Yes, du coup, dans un premier temps, donc le dernier podcast datait de fin janvier. Entre-temps, il y a eu pas mal de compétitions qui se sont déroulées, notamment, l'une des plus importantes en ce début d'année, c'était les France, développé couché, qui ont eu lieu à Montpellier, où du coup, on a eu des bons résultats, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'athlètes qui ont participé à cette compétition de par la distance, par rapport au déplacement que ça faisait tout simplement. Ça commence à faire des gros déplacements et un gros coût, notamment pour faire 3 essais de développé couché. Donc, on a Marine Peltré en 63 Open, qui a fini du coup vice-championne de France. Donc pour sa première participation en Open, donc ce qui est plutôt un bon résultat, et surtout elle a pu se battre sur son troisième essai pour tenter de remporter la victoire, et du coup qu'elle a loupé à très peu de choses près. Elle a eu une petite adaptation de son pattern de mouvement en plus avec le règlement, non? Oui, donc on avait pris un petit peu les devants dès fin janvier. Après qu'elle ait participé à la Pyrénées Cup, on avait décidé de repasser en soft touch parce que ça faisait 1 an qu'on tirait en sync, et du coup, par rapport au règlement, on savait qu'on allait être impacté. Alors, les France développé couché n'étaient pas impactés par la règle, mais on voulait se mettre au standard déjà pour les France développé couché parce que je partais du principe que ça pouvait être quelque chose qui allait peut-être peser dans la balance pour la sélection à l'international. Et donc, du coup, je voulais qu'on repasse rapidement en sync. Donc, elle a fait également les Europes universitaires en sync. Ça s'est super bien passé. Elle a sorti certainement son meilleur bench avec 110,5. Et malheureusement, pour les France DC, elle arrivait un peu moins en forme, déjà par rapport à l'enchaînement des compétitions. Parce que du coup, je pense que le pic de forme était un peu moins élevé que celui des France, enfin que des Europes universitaires. Et surtout le fait que c'était pas les mêmes conditions, c'était très tôt le matin, ça a fait la route le jour même, juste avant la pesée, voilà, bref. C'était pas très, très optimal, on va dire, pour performer. Ah, Mais c'est bon, difficile de maintenir une dynamique, surtout qu'il y avait la Pyrénées Cup, les France Open Pyrénées c'était Cup, pas non plus très loin. voilà. Il y a eu France Open, Pyrénées Cup, Europe universitaire et après les France DC, donc elle a beaucoup, beaucoup enchaîné, plus bien sûr la gestion du poids de corps, parce qu'à chaque fois, elle les a pratiquement toutes fait en 63, sauf la Pyrénées Cup où on a fait un léger protocole pour pas que ce soit trop impactant, où elle a tiré du coup en 69, mais en étant à 63,7, je crois de mémoire, ou 63,5. Donc voilà. Mais du coup, très fatigué malgré tout de cet enchaînement de compétitions. Mais bon, au final, on finit quand même avec un bon résultat. Juste forcément, elle est déçue de ne pas avoir fait première parce que ça lui retire la possibilité de faire de l'inter, même si actuellement, elle est inscrite en réserviste. Donc on saura dans 13 jours, je crois 12 ou 13 jours, si définitivement elle part ou elle part pas. Parce que, en gros, sa concurrente, si jamais elle devait ne pas partir pour X ou Y raison, Marine pourrait prendre sa place. Surtout qu'en plus, j'ai regardé sur les nominations, enfin, elles sont toutes proches, à part la première. Oui, c'est Elles 2,5 sont, kg. ouais, voilà, c'est ça, ça joue à 2,5 kg à chaque fois. Donc voilà, on a un petit espoir qu'elle parte au monde développé couché. Ensuite, il y a eu Marie Vauté qui a fait championne de France en 63 sub-junior avec un record de France à 92 kg. Une grosse performance. Je ne me rappelle plus à combien était le record de France du coup l'année précédente, mais bon, elle l'a plutôt bien explosé de mémoire. Bah, si tu t'en souviens plus, c'est que ça devait pas être. Ouais, c'était pas faramineux, hein. Je crois que c'était quelque chose en dessous, genre 82,5, je crois, quelque Ah chose oui, comme ça. effectivement, On ok. a en fait, on a ouvert sur le record. Bah, en sub-junior, dans tous les cas, il n'y a pas énormément de participation, surtout au France Bench. Donc, Voilà, c'est ça. Oui, pour le coup, c'est vrai qu'ils étaient pas nombreux. Et du coup, elle décroche une place pour les mondes bench. Donc voilà, donc elle est nominée première là actuellement sur la nomination des mondes bench. Donc normalement c'est au mois de mai. Donc on attend juste de voir sur le plan plutôt financement, parce que putain, c'est quand même un sacré coup. c'est où? Et c'est en Pologne. Donc Ok. c'est pas la destination la plus chère. Mais ça a quand même un tarif. Voilà, pour faire 3 essais, Ouais. faut savoir, tu vois, c'est surtout ça aussi. Donc mais ça devrait le faire normalement. Donc là, elle prépare les France Sub Junior qui sont la semaine prochaine, qui sont le week-end prochain. Et dans la foulée, on enchaînera rapidement avec une petite préparation pour les mondes bench. Donc voilà, après, on a eu Mathilde Pataille qui a concouru en 76, mais c'était surtout une compétition plaisir où, pareil, on était venu pour ajuster un petit peu les standards au vu des prochaines compétitions à venir. Parce que du coup, pareil, elle a switché du sync vers le soft. Donc de toute façon, j'avais que 2 athlètes qui étaient en sync, c'était Mathilde Pataille et Marine Peltré, qui toutes les 2 sont passées en soft. Et pour le coup, il n'y a eu aucun souci. Au contraire, elles sont même plus fortes comme ça, dans Mm. l'absolu. Donc c'est parfait. Et nous avons eu Jérémy,
Jérémy Bertin qui, a pas grand-chose, aurait pu jouer un podium peut-être. Le match était assez serré, donc il valide 167,5, qui était sa meilleure barre en compétition, donc plutôt correct dans l'ensemble et heu et qui du coup annonçait du bon pour les compétitions à venir, parce qu'il a également participé à, on reviendra après dessus, mais à l'Iron Meet et de mémoire, c'était tout. Voilà, c'était les 4 personnes de LPC qui participaient au France Bench. Ensuite, nous avons eu le North Meet, donc début mars, avec l'application du nouveau règlement, justement. C'était un petit peu la compétition de test de C'est l'application ça. de ce nouveau règlement. Donc je te laisse, prendre la main. Moi, pour le nouveau règlement, j'avais qu'un seul athlète qui était en sync, donc Matteo Brier. Alors on avait fait le switch en soft. Après malheureusement, il y a eu une petite, «blessure» entre grandes guillemets qui est arrivée au niveau des pectoraux, donc ça l'a pas mal limité au niveau du bench sur la compétition. Dans tous les cas, sur le soft, on était limité dans la charge vis-à-vis de la gêne, donc on n'a pas pu vraiment noter une grande différence de performance pour le moment. Je pense que ce sera plus, parlant sur les blocs à venir. Mmh. Mais je pense que dans tous les cas, déjà, il faudra voir si vraiment le sync est, impossible ou non. Parce que, bah, c'est vrai que les Europes, Open étaient un petit peu tendancieuses. On avait des athlètes qui se faisaient, red light, d'autres avec qui ça passait alors qu'on était plus ou moins sur les mêmes standards. Mmh. Donc on verra un petit peu sur le long terme comment ça évolue, mais pour moi, ça reste un jugement dans tous les cas au niveau du sync, qui est très humain, donc qui sera toujours un petit peu tendancieux. Donc à voir comment le règlement, évolue et comment les arbitres évoluent vis-à-vis de ça. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu tendancieux. Donc dans tous les cas, moi, j'ai passé mes athlètes qui étaient en sync en soft touch. Hem, c'est dans tous les cas quelque chose qui peut être positif de passer en soft. Ça apprend pas mal de choses, surtout si on l'a pas forcément pratiqué avant. Ça va permettre d'avoir on va dire une bonne maîtrise de la tension sur l'excentrique et sur la pose au niveau du bench. Donc je pense que même si à l'avenir on repasse sur un sync plus maîtrisé par rapport au standard, apporter un soft touch et une maîtrise du soft touch peut être intéressant pour passer en sync. Mmh. Donc voilà, pour faire la petite aparté sur cette partie du règlement. Après, on avait d'autres règles un peu plus bêtes, comme juste pas sortir devant un Oui, warga squat où du coup, je devais le crier, ouais, à ouais. tous les essais et en fait, au final, il y a des gens qui se sont pris des rouges pour ça. Donc c'est pas si anodin que ça. Après, je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça rentrera un petit peu plus dans les esprits. Mais sinon, pour Matteo, une bonne compétition dans l'ensemble. Au squat, on rate le, 3 squat pour, la def, qui était un peu tendancieuse. Il a beaucoup progressé sur ce point-là, il fait beaucoup d'efforts à l'entraînement. Oui, puis je me souviens qu'on a dû rehausser la barre dans son dos, un Ouais, peu au dernier moment parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu tendancieux, bah, vis-à-vis du nouveau règlement c'est aussi. ça. Il était un petit peu bas, donc on a dû remonter la barre, mais ça l'a pas impacté directement. Mmh. Au contraire, peut-être même une meilleure stabilité de la barre dans le dos. Donc 3e essai qui saute un petit peu. Au bench, malheureusement, on peut pas trop forcer et au terre, un 3e essai qui ne passe pas vis-à-vis de la force simplement. Donc voilà. Puis après il a très bien relancé sur les blocs qui ont suivi, donc je suis pas forcément très inquiet. Ensuite, il y avait Pierre Cuvillier qui pareil a fait une très belle compétition, donc 3 paires sur la 9 compétition. sur 9, non? 9 sur 9 OK. et 3 paires sur la compétition, donc très bonne expérience pour lui et Nadia qui faisait sa première compétition en 3 mouvements, donc qui, récupère sa qualification pour les France juniors, qui réalise aussi un 9 sur 9, donc on parlera pas de pair en compétition vu que c'était la première, Mmh. même si on a un pair au bench parce qu'elle avait déjà fait une compétition de bench only Mmh. et qui était, un bench à 102,5 et là elle a fait un joli bench à 110 kilogrammes, donc très belle performance pour une junior en 76 et beaucoup de marge sur les mouvements, donc hâte de voir la préparation et les fronts juniors. Je pense qu'on va pouvoir s'attendre à de belles choses. OK. Moi, de mon côté, au niveau du règlement, j'ai eu quelques ajustements à faire, notamment au niveau des prises de main. Par exemple, j'avais Damien sur le bench et le squat qui était tendancieux. Bah, il était en bulldog sur le bench, donc il a dû rectifier, vraiment, 2 semaines avant, Ouais, en fait, on s'est rendu compte un peu tard de ça, parce qu'en fait, sur toutes les vidéos qu'il m'envoyait de ses retours, c'était pas flagrant qu'il était en bulldog, ça se voyait non, pas parce qu'il se filmait beaucoup de profils. bah, parfois en vidéo, c'est dur à voir. Du coup, je pense que c'est aussi, et là, toi, tu le dis souvent aux athlètes, de lire le règlement. Ah oui, bah oui, ouais, C'est vrai qu'en fait, il y en a, ils me disent: «Oui, mais j'ai pas le temps pour faire ça, machin». Oui, mais en fait, quand vous avez un coaching en distanciel, honnêtement, en tant que coach, je pense qu'on voit pas tout. On ouais, et voit puis pas il s'agit tout. pas de tout lire, il s'agit surtout de Voilà, idéalement, il faut mieux tout lire, mais déjà au moins lire les règles qui sont apparentées du modifié. coup au mouvement et puis les règles qui sont modifiées. Et du coup, donc il y avait la prise donc au bench parce qu'il était en bulldog et également la prise de main au squat parce qu'il a tendance à relâcher un petit peu ses doigts lors de sa descente, au squat. Au final, on n'a pas été embêté avec ça lors de la compétition. Forcément, ça l'a impacté sur le bench
voilà, malheureusement, il aura pas fait son meilleur bench ce jour-là à cause de ça, principalement parce que pas mal de ce que malgré tout, alors pour l'avoir expérimenté pour ma part, parce que moi aussi j'étais en bulldog et j'ai dû switcher, de prise, c'est pas trop perturbant. Disons que il faut idéalement partir avec, enfin moi la technique, enfin du moins la cue que j'ai donnée à mes athlètes, c'est partir avec la même intention que de faire un bulldog, juste au dernier moment, plutôt que de venir pincer la barre avec les doigts, on vient au maximum entourer du coup la barre avec les doigts en reposant au maximum les doigts sur la barre. Et en fait, on garde quand même cette mécanique d'avoir la barre assez basse dans la main, avec une légère rotation du poignet. Et On peut pour le coup, avoir l'abduction oui, voilà, tout de même, donc la position. Après, c'était le fait d'enserrer la barre, donc d'avoir une petite partie de la c'est barre ça. Et en fait, au lieu de rester vraiment avec la prise un peu pincée du qui bulldog, enserre on la vient barre. Ouais. plutôt chercher à entourer un peu plus la barre. C'est un peu plus désagréable. D'ailleurs, j'ai ressenti un peu plus l'intérêt d'avoir les bandes de poignet malgré tout. Ça me soulageait un petit peu au niveau articulaire. Mais par contre, en termes de trajectoire, c'est une question de quelques séances pour s'adapter. Donc là, de toute façon, Damien, là, en ce moment, il est bien lancé sur Oui, c'est pas le changement de règle qui va faire le plus. ça va. Par contre, c'est vrai que c'est un changement de règle qui est un peu questionnable pour le Oui, coup. il y a aucun intérêt que ça soit aussi bien sur le plan sécurité que enfin, voilà, il y a aucun intérêt. Encore un Japanese, je pourrais comprendre. Mmh. En fait, c'est Mais un dommage parce que bulldog, petit à petit, on retire toutes les clés qui permettent aux athlètes, de compenser leur morphologie. Alors que justement, la ce que je trouve très intéressant dans ce sport, c'est que peu importe les morphologies, on peut en tirer des bénéfices et les inconvénients, on peut essayer de travailler dessus avec des techniques justement, que ça soit le bulldog, le Japanese grip ou même sur d'autres mouvements. oui, bah, je pense qu'il faut un entre deux. Voilà. Faut certes réguler pour pas que ça parte dans des extrêmes, Mmh. mais si on régule trop, on se retrouve avec des athlètes qui vont perdre un petit peu les mécanismes qui leur permettaient de pratiquer déjà de façon saine, parce qu'en vrai, le bulldog grip, il y a aussi un aspect alignement des articulations Mmh. qui est très intéressant pour pouvoir faire du bench, j'ai pas envie de dire en toute sécurité, mais en limitant les douleurs et en limitant les gênes sur les articulations. Et après, bah, on va perdre justement, comme tu disais, ce côté spécifique où chaque athlète, malgré sa morpho, peut trouver des avantages, C'est ça. alors qu'on bah, on peut partir parfois un petit peu désavantagé. Non, puis en fait, à la fin, tous les athlètes auront la même technique, ce qui je trouve dommage en fait. C'est pas l'objectif du sport d'avoir forcément la même Oui, technique. bien sûr. C'est comme si on disait demain, tout le monde doit faire du tradi parce que c'est comme ça et pas autrement, alors qu'il y a aucun intérêt derrière, surtout que, bah, ça va énormément nuire au sport, par exemple. Parce qu'il Oui, y a pas mal de rumeurs depuis maintenant plusieurs années qui parlent du fait que l'IPF voudrait réglementer le sumo. Mais à un moment donné, en fait, ce serait bah, en fait, il y a pas d'intérêt pour la simple et non. bonne raison que on n'est pas plus fort parce qu'on est en sumo. Parce qu'il y a plein de records du monde qui sont faits en tradi. Non, en fait, c'est Donc, comme dans déjà, c'est comme dans n'importe quel sport. C'est-à-dire que dans un sport, ceux qui vont être le plus forts, c'est ceux qui vont être avantagés génétiquement à la base, oui, voilà. avant entraînement, avant, les efforts qui vont Mmh, être, mis dedans. Donc forcément, on n'est pas dans un sport qui va être équitable à la base. mmh. Donc évidemment qu'il y a des gens qui vont faire du sumo, qui vont être plus avantagés que d'autres, comme il y a des gens qui vont faire du tradi, qui vont être plus avantagés que d'autres. Mmh, Et du coup, on peut pas enlever ça, c'est dans tous les sports et c'est la base du sport. mmh. Et le sumo, moi, par exemple, si demain je me mets à faire du sumo, je serais pas plus avantagé qu'en tradi. Je serais pas Bah non, forcément plus à l'aise. je pense Donc même que tu seras désavantagé. c'est possible. J'ai jamais essayé, donc je peux pas savoir. Mais du coup, effectivement, ça n'aurait vraiment pas de sens. Donc voilà. Après non, j'ai pas eu d'autres athlètes qui avaient eu des problématiques. Tous les autres, ont pas eu de soucis, sur les il y avait vraiment que Damien qui était un peu impacté par ça. Voilà, et puis après du coup globalement sur la compétition, donc on en ressort donc il y a eu Camille Gobin qui a pris sa qualification, France en moins de 57 juniors. Donc gros perte, comp, plus de 35 kilos je crois de mémoire, 30 ou 35 kilos sur son total en compétition, donc assez content de la performance. On a bien débloqué le soulevé de terre qui était un petit peu sa bête noire, parce que du coup elle avait validé au plus en compétition 130 et là on vient chercher 145 pour la qualif. Donc assez content de la performance. Malheureusement, on a quelques athlètes qui ont loupé de peu la qualification France. On a Mathilde Corméry qui loupe de pas grand-chose la qualif France à 7,5 kg des minima. Clément Walter qui venait également pour sa qualification, mais bon, bah, malheureusement, assez tôt dans la compétition, on s'est rendu compte que ce serait compliqué parce qu'il n'avait pas validé son premier squat. Donc là, on savait que, en fait, on était beaucoup trop ric-rac. Pour des standards? Oh non, loupé par manque de force. Ah, donc le troisième essai, tu veux dire? Ouais, troisième Ah, essai, ouais, malheureusement. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment, enfin, tout bête et ça lui a peut-être arrivé qu'une seule fois depuis sa carrière sportive, je crois, mais sa ceinture s'est ouverte sur ah ce ouais. troisième essai. Ça m'est arrivé pour la première fois au terre il y a pas longtemps. Donc, le début de la relance, il arrive à renvoyer un petit peu et après, ça coupe net parce que bah, il n'avait pas produit son bracing correctement. Enfin, surtout, il y avait 2,52, je crois, quelque chose comme ça. Donc, au bout d'un moment, voilà. En soi, ça peut montrer aussi qu'il sert peut-être trop la ceinture.
Peut-être, Parce c'est que pas impossible. Après, je pense que là, pour le coup, de ce qu'il m'a dit, c'est vraiment juste, arrivé en bas, c'est plutôt sa cuisse qui est venue ouvrir le ah loquet oui, et ouais. voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, Parce que c'est une cue que je remarque beaucoup au squat et sur, moi-même et sur d'autres athlètes, ça a beaucoup d'impact. Quand je serre trop ma ceinture, j'ai une incapacité complète à maintenir ma tension en bas du mouvement. Bah, en fait, le truc, c'est que lorsque tu vas venir trop serrer ta ceinture, tu vas pas pouvoir produire un bracing qui va être efficient et arriver en bas du mouvement où on est le plus compacté, le plus compressé. En fait, on se retrouve trop obstrué par la ceinture et ça nous fait perdre toute notre position. Ouais, Tout notre alignement, il se perd en fait. Souvent, on vient perdre notre position parce qu'on vient comme si on prenait un coup de poing dans le ventre. En fait, ça vient nous casser en deux. Et souvent, bah, ça nous fait perdre tout notre alignement, c'est notre ça, hein. position, notre bracing. Et c'est contre-productif. Des fois, il y a des gens, en fait, ils vont serrer la ceinture plus fort que ce qu'ils pourraient faire, avec leur bracing. En fait, il y a aucun intérêt, genre, Bah, en fait, faut c'est pour ça que pour moi, entre, avoir des repères fixes vis-à-vis de la ceinture sur chaque mouvement, c'est très important et du ouais. coup, par ce biais-là, avoir aussi une alimentation pré-entraînement qui peut être régulière, Mmh. c'est plus important que ce qu'on peut penser. C'est pas si anodin que ça, parce que si on est trop, rempli dans notre ceinture et qu'on du coup, on a une incapacité à brace, en fait, on va pouvoir perdre quand même pas mal de production de force sur des mouvements Mmh. et ça peut avoir un impact sur le long terme, voire même juste sur la séance en elle-même. Moi, c'est ce que je dis souvent aux athlètes, c'est-à-dire que quand il y a des variations de poids de corps, c'est pas la variation en tant que telle qui va te rendre moins fort. C'est pas parce qu'entre guillemets, «tu as perdu du poids ou pris du poids» que, par exemple, tu as perdu du muscle ou pris du muscle, peu importe. Là où ça va être pénalisant, c'est que tes repères au niveau de la ceinture changent. Et en fait, ton bracing n'est plus le même. Donc, que ce soit un poids à la hausse ou à la baisse, ça peut être contraignant. Moi, je sais que j'ai un poids, lorsque je commence à le dépasser le matin à jeun, je sais très bien que ce jour-là, à l'entraînement, je vais être embêté pour le squat, par Ouais. exemple. Donc, j'essaye de faire en sorte de toujours réguler un peu mon alimentation, comme tu disais, pré-entraînement, s'il y a besoin, pour soit faire une sorte de «fou de masse», entre guillemets, pour justement réduire un petit peu le volume alimentaire dans mon estomac avant l'entraînement, pour retrouver les bons repères et me Ouais. sentir Ouais, je pense que comme d'hab. c'est les facteurs externes on va dire, qui vont être assez importants quand on a un niveau de pratique qui commence à être assez avancé. Oui. Parce que c'est des facteurs externes qui vont faire la différence et qui vont être révélés comme, importants plus on va avancer dans le sport et après ça peut, enfin on accumule par exemple, c'est pareil sur, l'eau qu'on va boire. Mmh. Si on a, pendant une semaine, une quantité d'eau qui va être très réduite, on va peut-être faire plus de rétention d'eau. Du coup pareil, on va avoir l'impression d'avoir, des mauvais feelings vis-à-vis des placements et des repères habituels qu'on va avoir à l'entraînement et ça peut jouer sur les RPE. Alors en soi, il y a pas de perte de force, il y a pas de perte d'énergie, il y a pas de perte musculaire, mais c'est juste un petit facteur qui peut faire une différence assez importante sur une Totalement. semaine. Typiquement, là, j'ai des personnes qui, de temps en temps, bah, récemment, ont fait des intoxications alimentaires, donc forcément, derrière, ça entraîne une grosse perte de poids. Bah, en réalité, bon, même si c'est impactant physiologiquement et on va forcément se sentir moins en forme, là où ça va être le plus impactant, c'est qu'il y a une perte totale de repères au niveau de la ceinture. Et encore une fois, bah, le mouvement qui se retrouve le plus impacté quand il y a une perte de poids aussi prononcée, en réalité, c'est le squat. Le bench, il peut être un petit peu impacté, mais quand la technique, globalement, elle est bien calée, ça va encore. Souvent, le soulevé de terre, il n'est pas impacté. Parce Ouais. que voilà, souvent le fait d'être même plus léger, ça peut même parfois nous rendre un peu mieux, un peu meilleur. Donc En voilà. fait, on perd pas de force du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre. Oui, voilà, c'est ça. C'est d'autres facteurs qui vont impacter. Par exemple, ça peut aussi être la quantité de glucides. Si Mmh, on divise par 2 nos glucides d'une semaine à l'autre, bah, forcément à l'entraînement, vous allez avoir moins d'énergie. Donc c'est aussi ces petits facteurs-là. Faut pas être dans le catastrophisme direct à se dire: «Je suis moins fort, j'ai perdu de la force, nanani nanana». Faut chercher les facteurs externes, trouver la raison et du coup solutionner. mmh. De toute En façon, général, c'est c'est jamais si complexe que ça. ouais, de fou, carrément. De toute façon, c'est comme, même quand les féminines parlent de prise de poids ou de perte de poids, quand il y a une perte de poids qui est subite, c'est pas une perte de muscle. Quand il y a une prise de poids subite, c'est pas une prise de gras. C'est pas possible de perdre Non. ou de prendre aussi rapidement. Très souvent, c'est lié à de l'eau. Typiquement, quand on est malade, qu'on perd 2 kilos, on perd pas 2 kilos de muscle, on perd pas 2 kilos de «viande» entre guillemets, on Ah perd 2 non. kilos de flotte très souvent, ou pas ou voilà. Et pareil, quand on prend du poids très rapidement, souvent dû à des repas, qui vont être excédents en sel, bah, tout simplement, on fait beaucoup de rétention d'eau et cetera. Ouais, c'est ça. Voilà, De tout simplement. toute façon, même si vous arrêtez de vous entraîner pendant 2 semaines, vous allez pas perdre de muscle en 2 semaines. Oui, voilà. Donc si vous continuez de vous entraîner, vous allez pas devenir moins fort du jour au lendemain. Il faut juste se dire: «Qu'est-ce qui a changé?» ou simplement parfois, bah, on se sent un peu moins bien, puis c'est la vie, c'est comme ça. Oui, oui, totalement. Donc voilà. Donc ensuite, pareil, Louane, pareil, qui loupe, bah, sur son troisième essai la qualification, du coup, pour les championnats de France. Pas grand-chose, malheureusement. Nous avons ensuite, donc Damien. Damien qui, à la base, venait pour, augmenter son total. Et en fait, malheureusement, bah, la forme n'a pas été terrible de manière générale sur la préparation, alors que les 2 blocs précédents, il était vraiment, à son top.
Et il y a eu une petite, de toute façon, on en a parlé tous les deux après. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu un petit manque de sérieux sur ce bloc-là vis-à-vis des facteurs externes, notamment liés à la récupération. Et en fait, ça a été très progressif, mais progressivement, ça lui a fait diminuer son niveau, concrètement. Parce que, puis après, c'est un cercle vicieux, parce qu'il suffit qu'il y ait 1, 2, 3 séances qui se passent pas bien, et même après, il y a un impact psychologique, et puis ça a un gros impact sur la finalité de la préparation. Donc, il n'a pas sorti une mauvaise compétition, parce qu'on sort quand même avec un pair au squat à 277. Le bench, bon, avec le changement technique de dernière minute, malheureusement, il a été impacté. Et il se fait invalider son 3e terre pour appui-cuisse de mémoire. Donc un terre à 300 kg, 305 kg. Et donc, voilà, c'est tout. Malheureusement, c'était avec du recul, et je pense que je ne le referai plus, de refaire une compétition avec si peu d'intérêt, aussi proche des championnats de France. Parce que du coup, il est qualifié pour le championnat de France. Donc, franchement, pour le coup, Il voulait se requalifier sur un groupe A. oui, en fait, il sera en groupe A, finalement, mais on voulait assurer le coup. Mais en réalité, je pense que ça en valait pas la chandelle. Et du coup, la prochaine fois qu'il y a cette question de est-ce qu'on refait une compétition et que la compétition est aussi proche du championnat de France, je le ferai pas. Ouais. Parce que Ouais. malgré tout, là, tu vois, tout le dernier bloc là qu'on a fait, du coup, qui était ce bloc post-compétition, les premières semaines, elles ont été longues pour relancer la machine. Tu vois, c'est du temps je vais pas dire qui est perdu, mais le bloc pré-picking aurait pu être plus productif, on va dire. Donc Et voilà. sur la perte des facteurs externes, il y avait un côté un petit peu mental ou c'était juste. Il y a eu vraiment du coup un lâcher sur, on va dire un lâcher prise au niveau des facteurs de récup, notamment la marche, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur sa récupération. Peut-être, bon, je trouve pas que ça soit quelque chose qui soit ultra déterminant sur la récupération, la marche, il y a tout. Si on passe de actif à sédentaire, on va quand même le sentir passer. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, concernant du coup comment dire, son état de forme sur la fin du picking, c'est que il était vraiment en moins bonne forme sur la fin du picking par rapport aux 2 fins de bloc qu'il avait fait sur ses blocs précédents. Ok. Donc à partir de là, déjà, je savais que la compétition allait pas forcément pouvoir bien se passer. Malgré tout, on sort un bon pic de forme, hein, parce que pour information, c'était limite s'il avait fait 2,85 RPE 10 au terre, et le jour J, il passe 300, qui valide pas pour appui-cuisse, mais il la monte quand même, hein. Et pareil pour le squat, il était à la mort à 2,70, et le jour J, on sort 2,77. Donc c'est quand même du positif à ce niveau-là. Ouais. Ça me permet aussi, moi, de prendre quand même des données pour la gestion du taper, du picking pour les compétitions suivantes. Alors, je vais juste prendre le listing des compétitions précédentes, parce que j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire. Pour les road meet, Sur tous les athlètes qui avaient, voilà. Alors, ah oui, nous avions Chloé Cartini en moins qui était venue faire une qualification en moins de 52. Parce que du coup, elle avait déjà une qualification en moins de 47, et on voulait assurer le coup d'avoir une qualification en moins de 52 pour qu'elle ait le choix de choisir dans quelle catégorie elle allait participer. Parce que du coup, voilà, son poids de corps est assez proche des 2 catégories, mais je voulais qu'elle ait simplement le choix de participer dans les 2 en fonction de l'approche qu'elle avait là. Alors, les inscriptions se sont terminées hier, et on a pris vraiment la décision au dernier moment de la catégorie dans laquelle elle allait s'inscrire. Et du coup, je voulais justement qu'elle ait cette possibilité de prendre cette décision au dernier moment. Donc voilà. Donc super compétition. 8 sur 9, je crois de mémoire, on loupe le 3e essai au bench. Mais du coup, elle termine avec un très beau PR en compétition, donc un PR plus 12, donc à 362 de total. Donc elle a tiré en 52 en étant à 47,6, je crois. Donc c'est comme si elle était en 47, à savoir qu'en plus elle avait déjeuné le matin, on avait dit. Donc c'était vraiment juste histoire de dire d'être en 47, pas d'être en 52. Et au final, elle a fait une super belle compétition avec 140 au squat. Je crois qu'elle valide 72 ou 70 au bench. Non, 70 au bench, c'est ça. Et 152 au soulevé de terre. Donc pareil, un beau pair. Donc content de sa compétition. Franchement, ça lui fait pratiquement un indice 99, quelque chose comme ça, je crois. Donc c'est quand même assez costaud. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Ah, pardon, non, j'avais Mathilde Petit également. Mathilde Petit qui venait faire sa qualification en moins de 57, parce que c'était une athlète avec qui on a commencé en début d'année. Et du coup, jusqu'à présent, elle avait toujours concouru en 52, en moins de 52. Elle a fait sa dernière compétition, c'était des Europes juniors au mois de décembre en moins de 52, où elle a fait vice-championne d'Europe. Et du coup, là, on a pris la décision, quand on a commencé la collaboration, de passer en moins de 57, parce que il était temps tout simplement
d'arrêter de se forcer à être dans cette catégorie qui lui apportait plus rien parce qu'en réalité, si on quand je remontais son récap de compétition sur la dernière année ou même un peu plus, elle avait pas pris, en fait, elle avait pas évolué sur cette dernière année et surtout, bah, elle faisait des très gros cuts. Même si elle le tolérait de mieux en mieux, on parle de cuts, parfois, elle partait de 57 kilos justement pour descendre à 52. Ouais. Bah, Voilà, ça donc limite, hein, à un moment, un des premiers facteurs de prise de force, c'est l'hypertrophie. mmh, Donc si on limite l'hypertrophie, bah, on va avoir une progression qui va être limitée. Même si on peut se dire: «Oui, mais dans ma catégorie, je suis compétitif, j'ai encore des choses à jouer». Peut-être que tu serais encore plus compétitif et encore meilleur même à l'indice sur la catégorie du dessus, en se laissant le temps de faire une bonne prise de masse et bah, après sur tous les aspects positifs que ça peut apporter, le mental, la récupération et bah, aussi, du coup, ça fait partie du mental, mais le plaisir à l'entraînement. ah bah, Donc ça, totalement. c'est des choses qui vont avoir, leur importance. Donc, 1re compétition ensemble qui s'est bien passée dans l'ensemble. On sort un total, du coup à 412, kilogrammes qui est un PR+15 en compétition. Petit loupé sur le dernier soulevé de terre où apparemment il y avait du coup un appui cuisse encore une fois. Bon ça c'est toujours un peu sujet à interprétation les appuis cuisses malheureusement. C'est pas toujours une règle qui est forcément bien comprise, mais bon et du coup on laisse quelques kilos sur la plateforme, mais globalement content parce qu'on ça lui permet d'être nominé, 3e là pour les championnats de France. Donc en moins de 57 pour sa première compétition en moins de 57 junior. Donc ça présage du bon, surtout qu'il y avait de la marge au squat. Le bench, il a été compliqué d'ailleurs parce que sur le plateau des féminines, il y avait un passage d'arbitrage qui a amené des presses Ah qui oui, étaient costauds. les 2 CT, hein. C'est des vrais 2 CT, comme on n'aimerait pas avoir à l'entraînement. Et donc du coup, voilà, ça a impacté pas mal d'athlètes sur des potentiels troisième essais qui auraient pu être réalisés. Mais c'est vrai que c'est intéressant, vis-à-vis de ce que tu dis sur les pauses au bench, c'est que, sur une échéance, il faut toujours s'adapter avec les facteurs qu'on aura le jour J Mmh. et c'est pour ça que c'est toujours important de ne pas partir avec quelque chose d'hyper Fixe. précis Ouais. en tête, en particulier au bench, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter l'arbitrage, le matériel, les conditions de chauffe, et après évidemment la fin du jour. Donc ça, c'est surtout pour les jeunes athlètes qui sont assez en général, qui manquent d'expérience, on va dire. Qui sont ambitieux le On jour est J. trop fixé sur une performance fixe, fixer un total, fixer, une compétition dans son ensemble, ce sera la meilleure façon pour vous de ne pas être déçu et d'atteindre aussi des objectifs plus facilement parce que on sera moins attaché à laisser 2 kilos sur un mouvement pour les rattraper plus tard. Par exemple, lâcher 2 kilos sur un squat pour économiser de l'énergie Mmh. et pour rattraper, bah, derrière 5 kilos au terre. Ce sera plus intéressant dans l'ensemble. Mmh. Tout à C'est fait. comme ça qu'on construit un total et bah, chez les champions, c'est comme ça qu'on construit, une première place plutôt que sur un mouvement fixe. Bah, là, typiquement, sur les road meet, il y a eu pas mal de féminines de base, le plan était de faire un +5 après l'opener. Bah, là, quand on a vu, les standards qui étaient demandés ce jour-là, on s'est dit: «C'est pas la peine de partir sur le plan initial. On va faire des jumps de 2,5 pour sécuriser». De toute façon, on savait qu'avec des standards attendus comme cela, on pourrait pas aller chercher, en fait, ce qu'on prévoyait de chercher en troisième barre, de base. Ouais. Donc autant c'est dans ces moments-là, quand on sait d'avance que la barre la plus haute prévue, elle est pas atteignable par rapport à la condition du jour, il faut pas s'obstiner et là, du coup, je m'adresse plutôt au coach. Il ne faut pas s'obstiner à respecter le plan et mettre la deuxième barre qui est initialement prévue parce qu'au final, si c'est pour derrière rester sur une deuxième barre, il n'y a pas toujours d'intérêt. Donc autant construire petit à petit, les essais et puis voilà, ça souvent il y a plus à y gagner. C'est pour ça que c'est important de briefer un peu les athlètes sur ce sujet-là, parce que si on les bassine à se fixer forcément une barre précise, et cetera, Mmh. et que le jour J, bah, on doit adapter, mais qu'un athlète peut aussi mal réagir, au fait qu'on réduise, les essais ou qu'on choisisse par exemple une intervalle basse, Mmh. alors qu'il se sentait plutôt bien, mais c'est parce que vis-à-vis des standards, objectivement, en tant que coach, bah, parfois on prend les décisions à la place des athlètes. Bah, en fait, si l'athlète est déçu, on peut avoir une perte de motivation et on peut avoir une perte d'intérêt sur le plateau. Alors si au préalable, quand vous discutez justement de cette feuille de match, la gestion du match et vous lui expliquez un petit peu comment ça se passe vraiment sur un plateau, bah, effectivement, l'athlète sera peut-être plus apte à recevoir ces changements-là et donc à mieux se comporter sur le plateau en termes de motivation. Mmh. Ça peut être assez important. Bah, Et c'est pour ça que, pour ma part, maintenant, j'envoie plus les feuilles de match. J'en parle au préalable avec eux, je fais un point avec eux. Bien sûr, on détermine à l'avance quand même les openers. Les potentiels deuxième barres, parce qu'en général, les deuxièmes barres, ça reste quand même quelque chose d'assez fixe. C'est souvent lié à quelque chose qui a été déjà fait à l'entraînement. Donc, voilà, on est sur quelque chose d'assez fiable. Par contre, les troisièmes essais, c'est très hypothétique. Il n'y a rien de sûr, mmh, rien de décidé. Même parfois, je dis, bah, on verra en fonction du match. Notamment là, typiquement, là, on approche des championnats de France junior. Bah, la majorité des troisièmes essais au soulevé de terre, on ne peut pas les déterminer à bah l'avance non. parce que tout va dépendre du match, en réalité. Donc, dans ces moments-là, j'ai même envie de dire, même l'opener, en fait, va dépendre du match
en fonction de si on veut recoller, au total de quelqu'un, dès l'opener et cetera. Donc, dans ces moments-là, en fait, on annonce une barre, je vais pas dire au hasard, mais presque et en fait, c'est au moment de la compétition, durant le match, où on change les barres au dernier moment pour les openers, pour ajuster aux besoins. Alors évidemment, ça dépend. Si vous faites votre première compétition, Oui, que vous voulez juste avoir une bonne expérience, vous pouvez appeler votre coach, faire une feuille de match et rester sur les essais qui sont à peu près voulus, mmh, avec un petit peu de marge pour prendre en compte les standards, il y a le stress de la compétition, etc. Moi, c'est ce que j'avais fait avec SAI, donc qui était présent sur sa première compétition à l'Euromeet, où on s'était appelé du coup dans la semaine. On avait défini une feuille de match qui était plus ou moins fixe. Évidemment, comme je l'ai dit, ça va dépendre. Et au final, le jour J, bah, on a eu des petites modifications et on a suivi plus ou moins cette feuille de match pour faire un petit PR au total, des petits PR sur les mouvements, parce qu'il y a aussi le plaisir de pouvoir faire une bonne première expérience sur une mmh. première compétition. Et du coup, bah, au final, on se retrouve avec quelque chose qui est plaisant Bah, pour c'était le l'athlète. cas, hein. Moi, il m'a renvoyé un message aussi après pour me remercier parce que, voilà, on a été tous les 2 très présents et il était super content de sa première expérience. Donc, bah, Bah, c'est c'est sûr. important, hein. De toute façon, c'est un sujet, du coup, à l'Euromeet que j'avais un petit peu remarqué, particulièrement à cette compétition, parce que c'était pas très pratique entre la salle de chauffe, du coup, en salle de chauffe, on n'avait pas le match en cours, on devait monter des escaliers pour voir les essais. Donc forcément, sur le timing des chauffes, c'était un peu plus dur à gérer. Ça demandait un petit peu plus d'expérience. Sur le fait de donner les papiers, vu qu'il y a eu ce petit problème de plateau, ils Ouais. ont cassé la scène, du coup, on a dû descendre. Il y avait des marches à monter pour donner les papiers. Donc, ça créait un petit peu chez les gens inexpérimentés un petit flou qui faisait que on avait pas mal de ratés sur le timing des papiers, sur le timing des chauffes et un petit peu ces conditions-là. Mmh. Et sur une première compétition ou même sur d'autres, c'est pour ça que c'est important, même si c'est votre première échéance, d'être quand même encadré par quelqu'un qui s'y connaît bien, de préférence un coach qui a de l'expérience, parce que ça va aussi définir le plaisir que vous allez prendre le jour J, à quel point vous allez pouvoir vous exprimer. Parce que peu importe comment se passe la préparation, si le jour J ça se passe mal sur la chauffe, sur les conditions, que vous vous sentez stressé, pas rassuré, qu'il n'y a personne pour s'occuper de vous et prendre en main ce que vous ne connaissez pas, parce que bah, sur une première compétition, il y a beaucoup de flou. Et ça, je parlerai aussi de la pesée, de la vérification matérielle, des hauteurs de barre. Tout ça, c'est quand même beaucoup de choses qu'on n'a pas du tout à l'entraînement. Mmh. Si c'est pas fait en fait correctement le jour J par quelqu'un qui s'y connaît et qui est là pour vous encadrer, bah, même si la préparation était bonne, vous n'allez pas profiter pleinement de votre compétition. Moi, j'avais vu un athlète qui avait un bon niveau pour sa première compétition, mais il était, je pense, suivi par son pote ou son frère, donc qui n'avait pas forcément non plus beaucoup de connaissances, Mmh. ce qui n'est pas un problème en soi, hein, mais il y a eu des essais qui étaient ratés par rapport à ça. Il y a eu un moment où il ne s'était pas présenté sur le plateau parce qu'il était en retard avec sa chauffe, et c'est dommage parce que bah, déjà une compétition ça coûte un peu de sous, Mmh. et bah, il ne peut pas forcément s'exprimer par rapport à ce qu'il a pu faire à l'entraînement. Donc voilà, faites-vous bien encadrer, même si c'est votre première échéance. Surtout maintenant que ça coûte un petit peu de sous d'encadrer, Ouais. et ça sera encore plus présent l'année prochaine. Voilà, estimons en termes des finances, c'est pas toujours très pratique, mais si vous voulez profiter pleinement de votre expérience, ça peut être intéressant de vous faire suivre par un coach, même si c'est juste pour la compétition, qui ne vous suit pas sur la préparation et après. Bah, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui accepteraient ça, et au moins ces gens-là vont être expérimentés, ils vont pouvoir bien vous encadrer. Ce que tu as fait d'ailleurs, toi, pour les France Subju. Oui, il y a un athlète qui m'a contacté il y a peu de temps pour les francs subjugues, donc un athlète que je ne coache pas, que je ne connais pas, parce que du coup la personne qui l'encadre n'a pas fait la formation, pour être, du coup accompagnateur en salle d'échauffement. Donc du coup, ben, il m'a demandé de lui rendre service, à ce niveau-là. Bon, évidemment moyennant finance, parce que ça me fait faire un déplacement, enfin pas un déplacement supplémentaire, mais ça me fait arriver plus tôt sur la compétition, passer plus de temps sur la compétition et comme on dit si bien, bah, le temps ça reste de l'argent. Bah, ouais, puis c'est ton Donc, métier, donc et puis voilà, donc, mais par contre, il pourra compter sur moi pour, pleinement gérer son match, dans les meilleures conditions possibles. voilà, je pense que c'est important. Et je sais plus ce que je disais avant, je parlais Bah, du coup, en gros, d'essayer. que l'importance que ça a, que la chauffe soit bien faite parce qu'on a beau arriver, comme tu le disais, avec le meilleur niveau de préparation possible, avec la meilleure forme possible le jour J, en réalité, dès la chauffe, ça va déterminer si on va pouvoir retranscrire ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire sur la plateforme. C'est ça. Si la chauffe est mal gérée, que moi, ça m'est déjà arrivé un jour, hein, pareil, échauffement dans une cave, pas de communication sur la feuille de match, bah, j'ai dû faire un jump, mon lasso warm-up, c'était, à la base, je devais ouvrir à 180, mon lasso up, c'était 140. Ouais. Alors quand ton max, c'est aux alentours de 180, faire un Ouais. 140-180, ça fait bizarre, tu En vois? fait, ça a beaucoup d'importance. C'est comme si on vous disait, vous allez faire votre fin de bloc dans une salle, on change tous vos repères, tout va être flou, votre timing de chauffe, ils vont pas être respectés, vous allez devoir faire des barres différentes, Ouais, pas le même équipement, tout le monde parle une autre langue, vous comprenez rien, c'est ça. et on vous demande de faire votre meilleure performance sur cette condition-là. Bah forcément, ça va pas être possible en fait. Ça va Voilà. pas pouvoir bien se faire, alors qu'à l'entraînement, vous avez vos potes, vos habitudes,
votre gamme de chauffe, toujours le même rack, machin, et cetera. Mais là, il y a littéralement tout qui va changer. Donc trouver quelqu'un qui a cette expérience-là, qui pour lui, c'est pas quelque chose qui va être, difficile parce que nous, On a on a l'habitude. on a tous fait des dizaines de compétitions, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach. Donc les changements, de d'environnement, on connaît. On sait y réagir et on sait comment, faire en sorte que nos athlètes s'y adaptent et puissent se sentir bien. Puis je pense qu'aussi un athlète sur sa première compétition, il y a quand même un stress. Mmh. C'est ce que m'avait dit par exemple Essaïe sur son premier squat, mais juste avoir quelqu'un qui le rassure, qui aussi puisse prendre les bonnes décisions sur les openers parce que, par exemple, moi sur son opener au squat, j'ai pris en compte que ce serait son premier essai sur son premier plateau Non, et bien c'est sûr, il pas faut. rien, Ouais, tu vois? ouais, il faut que dans ces moments-là, il faut vraiment être, sûr à 1000 que la barre, dans n'importe quel type de conditions, elle passe, pour qu'il la valide et qu'après derrière, il gagne de la confiance et que ça déroule. Ça. Donc, ouais, ça je suis d'accord. Donc voilà. Pour, Et donc du coup, bah, ça fait la transition sur justement la compétition de l'Iron Meet, sur laquelle du coup on était présents, tous les 2. Donc c'était, il y a 2 semaines. oui, C'était il y a 2 c'est ça, semaines. à Strasbourg. Donc c'était le week-end du 4, 5, 6 avril à Strasbourg, donc l'Iron Meet sur lequel on avait, 9 athlètes de mémoire. Oui, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 athlètes, athlètes. donc 2 athlètes dans le prime time. Nous avions également, du coup 3 athlètes, sur le plateau du dimanche. Issei passait le dimanche, hein, de mémoire. Essayer de passer le Ouais, donc on dimanche avait 3 athlètes sur le le dimanche et 4 athlètes le lundi. Globalement, une bonne compétition pour la majorité de nos athlètes. On va pas trop épiloguer, on va pas revenir, cas par cas. Globalement, tout le monde a fait une bonne c'est compétition. ça. Il y a eu des bons il y a des bons PR comp, notamment par rapport aux préparations qui ont été faites. Petite comment dire, petite note pour Steven Gell qui a fait un très gros PR compétition, parce que du coup sa dernière compétition datait de novembre, championnat régional des Hauts-de-France où il sortait 6,40 de total. Et là, du coup, donc entre-temps, petite transition de catégorie, mais du coup, ça reste assez récent. Et là, on a sorti 685 avec de la marge, où il loupe son 3e essai au terre pour une erreur de verrouillage. Donc, on tirait pour les 700 kilos, donc une grosse évolution en peu de temps. Très content et très fier de lui. Parce franchement, il a été très sérieux durant les derniers entraînements. Et puis, bien sûr, toujours fier d'accompagner des athlètes que je coach depuis maintenant longtemps, comme Romain de Jésus, qui a tiré dans le prime time en moins 74, qui n'a pas pu pleinement s'exprimer. On a été, là pour le coup, je l'avoue, j'ai été peut-être un peu gourmand sur le bench, malgré qu'il était en forme. Je l'ai peut-être un chou surestimé ce jour-là. Et ça aurait été plus sage d'aller chercher les 75. C'est vrai que Romain, il a un pattern où il grind beaucoup, même sur les premiers essais, et il a la tremblote un petit peu. C'est ça, puis en fait, son bench, il est traître parce que il va être facile jusque au moment où ça va être la charge qui l'empêche de finir le Ouais. mouvement et c'est dur de déceler ça en réalité et ça fait longtemps en plus qu'il m'avait pas loupé une barre là, à ce moment-là. Donc du coup, au lieu de faire donc il a fait 170 en 2e essai, je l'envoie pour faire 177 en 3e parce que j'étais assez confiant et même lui, il le sentait bien et en fait, il manquait, 5 centimètres de verrouillage pour finir le mouvement parce que son coude, je pense, ne s'est pas bien ouvert sur son côté droit. Oui. Donc voilà, c'est petit détail, mais on perd quand même 5 kilos du coup, sur ça et il s'est fait un peu avoir parce il tire en hook, il a des petites mains, donc il est assez sensible aux barres, en fonction des barres que c'est sur le plateau et là, c'était une Eleiko et malgré tout une Eleiko qui est pas neuve, c'est de la merde. Peu importe ce que les gens diront, par expérience, moi je le sais, on en a à la salle, une Eleiko qui est usagée, en fait, c'est de l'acier brut, ça vieillit super mal, sauf quand c'est vraiment très bien entretenu, mais c'est très rarement le cas malheureusement et le grip peut vite finir avec un grip un peu lisse. Donc pour des personnes qui sont un peu sensibles, hein, juste, hein, tout le monde n'est pas impacté. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème de grip de base, forcément ils vont pas être impactés. Il y a des gens qui ont, sur cette même barre qui ont tiré des charges énormes et pour le coup ils n'ont pas été impactés. Donc là on sait que c'est un problème aussi de grip de manière générale, mais sur un autre type de barre comme là par exemple, la semaine précédente il avait tiré pratiquement 260 kg, il n'avait pas eu de souci. Là à 265, la barre glissait pratiquement tout de suite dès qu'il commençait à tirer, quoi. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui passent en sumo avant, donc qui ont un contact, au niveau du Ah oui, ça met talc du talc partout, et du coup, si c'est pas bien brossé ou même avec un brossage en soi, Mmh, ça reste un peu, puis il y a plus de passages que sur une journée classique sur une salle de sport. mmh. Donc on peut se retrouver avec une barre qui glisse un peu plus qu'à l'entraînement. Mais de toute façon, j'ai pas eu qu'un seul retour sur ça. J'ai eu même Mathilde qui est pareil de base, avec une bonne barre, jamais son grip elle lâchera. Dès l'instant qu'elle a une barre qui a un grip Après, c'est un peu souvent le cas pourri. qu'en compétition, les barres glissent plus. Ouais, mais c'est quand même terrible. C'est pas normal, tu vois? Non, Sur une c'est pas compétition qui normal, est en plus mais un du voilà. coup, maintenant, je pense qu'on prendra un peu plus en compte, du coup. Mmh. Surtout sur les maniaques.
Bah, je sais que jusqu'à présent, on mettait très souvent la LECO sur nos compétitions, à Compiègne, pour l'Open du Lyon et l'Imperium. Moi, depuis que j'ai eu pas mal d'athlètes qui ont eu des loupés, je m'en mets plus les LECO et là, on a une nouvelle rogue toute neuve, Ah, les rogs, c'est top, inox. hein. On mettra ça maintenant, il y aura plus de soucis Les comme ça. rogs, ça coûte pas cher, ça tient bien dans le temps. Mmh. Il y a un petit peu de wick, mais pas trop. Et encore là, celle-là, du coup, celle qu'on a rachetée, c'est celle en inox. Elle a un petit peu moins de whip, que la celle qui est en zinc. Donc en vrai, pour les comptes, ça sera parfait. Mais oui, pour le coup, une Eleco, malheureusement, dès l'instant que c'est un peu d'usure, plus de 2 ans d'utilisation, franchement, déjà, elle commence à fatiguer. Ouais, puis ça rejoint un peu ce qu'on disait du coup sur l'expertise du coach. Ouais. En vrai, on va regarder la barre qu'il y a sur le plateau et en fonction de ça, ça peut changer un troisième essai. Bah, dans une situation différente, j'aurais certainement ajusté le plan de match par rapport à ça parce qu'on le savait dès le début, en fait. Ouais. Sauf que là, en fait, on avait un plan de match précis parce qu'on venait pour chercher un total précis pour, que lui vienne chercher sa qualification pour le Grand Prix fédéral. Donc on avait des barres en tête qu'on devait aller chercher. D'ailleurs, suite au loupé, du bench, c'est pour ça qu'on a voulu rehausser un petit peu le deuxième essai au terre. De 260, on est passé à 265 et voilà, c'est un risque qu'on a pris. On savait que ça pouvait pas forcément être payant, mais bon, bah, on venait pour ça, pour le coup. Il y a pas d'intérêt de faire juste Oui, une bien belle sûr. compétition. Donc voilà et non, sinon, bah, les autres compétitions, non, enfin, comme je disais, pour les autres personnes, il y a eu, bah, Léon Guichard, Quentin Calixte, Jérémy Bertin qui a pris sa qualif France Master. Voilà, dans l'ensemble, très content de tous ces athlètes-là qui ont su performer le jour J et puis même si c'était une belle compétition, même s'il y a eu des petits soucis, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, ça reste quand même une belle compétition Oui, de toute dans façon, l'ensemble. c'est pas à nous d'en débattre sur ces Oui, soucis-là. voilà, c'est ça, on n'était pas athlète ce jour-là. Mais sinon, une bonne expérience. Plus en termes d'orga, avec le monde qu'on avait, je trouve qu'on a plutôt bien géré Mm. sur le logement, les cuts que tu as pu faire. Ouais, bah, j'ai eu du coup un cut vraiment, on va dire, un cut sérieux à gérer, du coup c'était celui de Mathilde, et ça s'est parfaitement passé à la fois sur le protocole du water load, du water cut, et également dans les derniers instants où elle a fait le sauna pour perdre ce qui restait. Et franchement, ça a été, je vais pas dire facile, parce que je suis pas à sa place pour le dire, mais ça n'a pas été si pénible que ça. Elle a été rapidement au poids et elle n'a pas été impactée en plus le jour J par la perte de poids. Parce Bah, le que du coup, sauna, c'est bah, vraiment game changer. ouais, Comparé à un bain, c'est beaucoup moins ah d'implication. ouais, ouais. Bah là, pour le coup, elle était tranquillement posée dans le sauna, elle transpirait. Bon, elle avait chaud, c'était pas agréable, mais de l'autre côté du sauna, il y avait son téléphone où elle regardait sa série tranquillement. C'est pas le même mood lorsque tu es dans le bain, Dans le bain, immergé jusqu'au cou. puis même, un bain, ça peut vite être un petit peu dangereux. Oui, non, ça peut être Quand on dangereux. sort du bain, on tombe vite dans les vapes. Mmh. Oui, oui, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Non, puis en fait, les vapeurs d'eau chaude sont vachement plus désagréables, alors que là, il y a pas de vapeur, c'est un sauna sec, donc c'est ouais. vachement pratique pour ça. Donc voilà, donc non, franchement, tout s'est bien passé. Le logement était super sympa, j'ai laissé un très bon commentaire sur BNB pour le coup. Mais premier degré, si jamais on a une compétition Ouais, de nouveau à Strasbourg, je reprends le même logement. En ouais, plus, il y juste avait il y avait l'odeur dans les il chiottes, y avait le mais petit kebab en dessous, impeccable. c'est vraiment le must have. Et du coup, après, bah, les France Junior 2026 qui arrivent du coup du 14 au 17 C'est mai. ça, dans un mois à peu près. On a quand même pas mal d'athlètes du coup, hein. On a 11 athlètes. 11 athlètes chez LPC. Ça va être, une grosse c'est notre plus grosse échéance pour le moment parce qu'on ne sait pas encore, comment va se dérouler la suite de la saison, sur, le Grand Prix fédéral ou les France élites. Donc pour le moment, je pense qu'en nombre d'athlètes, en réalité, ce sera vraiment notre plus grosse compétition sur une échéance nationale. Ouais. Donc, parce qu'après il y aura d'autres compétitions régionales, on aura du monde évidemment, on reviendra Bah là, dessus du plus coup, tard. ouais, on commence à être plutôt pas mal. Du coup, première fois qu'on fait 2 logements. Oui, donc du coup, on en avait parlé, je crois, la dernière fois, mais Ouais. là, on a pris la décision sur cette échéance-là de faire vraiment un logement réservé au staff de LPC pour qu'on soit vraiment à même de rester focus sur le travail. Parce que malgré tout, quand on est dans un logement avec les athlètes, franchement, j'adore ça. C'est trop bien d'être avec les athlètes, on passe des bons moments, mais c'est pas assez propice au travail. Surtout que bah, des athlètes qui passent, par exemple, en début de séjour, vont être un peu relax, en mode vacances sur la suite du séjour, ce qui peut être parfois un peu gênant pour les autres athlètes. Ça, voilà. Et puis même pour nous, du coup, qui avons du travail, parce que même si on est en déplacement et que ça nous prend beaucoup de temps, bah, le travail à côté, qui soit les retours, les programmations, bah, ça ne s'arrête pas pour autant. Il faut qu'on soit à même de respecter les délais. Donc, c'est Ouais. pour ça qu'on a pris cette décision d'avoir un logement spécifique au staff. Donc, dans ce logement, on sera accompagné de Hugo Affechin et Antoine Lambert. Donc, Antoine Lambert qui va nous assister pour la gestion des matchs, qui maintenant Exactement. commence à avoir de l'expérience. Il était déjà avec moi lors des championnats de France junior l'année dernière. Il s'est déplacé aussi avec moi sur les championnats de France Open. Donc, c'est un peu mon bras droit à ce niveau-là. C'est le stratège avec ses petites lunettes en C'est ça. chauffe. C'est la personne que je mets devant l'écran et qui me dit
c'est telle ou telle barre qu'il faut charger. En vrai, c'est cool parce qu'en vrai, à force de l'accompagner avec moi, bah, il a une super bonne expérience, il Bah, gère ça ça super bien. l'intéresse quoi, il est à fond, Ouais, il est intelligent donc voilà, il prend les bonnes décisions, il est rapide c'est ça. donc en vrai, c'est top de l'avoir en chauffe. En fait, il est autonome et c'est ça que je recherche sur une personne qui va devoir m'assister en compétition, c'est que j'ai pas besoin d'être derrière lui pour lui dire tout faire. Là, il est autonome, il prend les devants, il vient me voir, il me donne les informations sans que je lui demande forcément. Donc il est super efficace. C'est pour ça que là, pour le coup, justement, le gros changement, je peux en parler, c'est que le staff qui nous accompagne, on va les rémunérer, C'est ça. de ce qu'on peut faire en tout cas, mais ça va pas être du bénévolat comme ça a Non. pu l'être sur les précédentes, éditions. Et parce que, bah, ils font du travail professionnel, donc on estime que c'est C'est ça. normal qu'ils soient rémunérés à Du leur coup, juste c'est valeur. la première vraie chance où Hugo est officiellement, community manager. Ouais, voilà, c'est ça, parce que pour le coup, Hugo, on lui avait confié la mission de gérer la partie com sur les France Open, mais il était également athlète. Donc en réalité, dans ces moments-là, c'est pas l'idéal parce qu'il doit quand même prioriser son sommeil. Il n'a pas la tête à ça, il n'a pas le temps, et puis on n'était pas si bien organisé que ça, Non, hein, en c'était pas réalité. cadré, on n'a pas de réunion préalable. Voilà. Là, ce sera différent. Donc forcément, on peut s'attendre à avoir plus de com, Oui, et donc forcément quelque chose un peu plus pro et puis surtout nous, ça nous ça nous déleste. décharge Ouais, et ça, carrément. c'est assez important parce que, bah, la com, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps et Mm, surtout si on le fait à la va-vite, bah, au final, elle va perdre son intérêt mm. et Hugo, je trouve qu'il est très bien dans ce boulot-là. C'est ça. Il est à jour, il fait les choses bien, il a bon goût donc heu, Ouais. donc en vrai, parfait. Donc, franchement, il vient son objectif principal, ça sera de gérer la communication, du début de la journée à la fin de la journée, que ça soit pendant la compétition, en dehors des compétitions, via les stories, via les publications, via même, tourner, des vidéos peut-être pour faire un potentiel vlog. Ouais. Donc, voilà, on Puis nous, c'est un investissement qu'on fait en tant qu'LPC, en tant que «structure» entre guillemets pour les athlètes aussi. oui, voilà, D'avoir, eux, leur contenu ils vont être filmés, ils vont pouvoir avoir des retours sur ce point-là et pareil pour Lambert, en soi, c'est un investissement qu'on fait pour les athlètes parce que, bah, avant tout, c'est pour qu'ils aient une bonne gestion de match, donc c'est quelque chose gestion de match, qu'on gestion de la chauffe. qui pour nous est important chez LPC, c'est que, bah, malgré le fait qu'on ait beaucoup d'athlètes présents, on met les conditions nécessaires pour que chaque athlète ait un suivi de match complet et un encadrement complet et qu'il puisse se sentir bien chaud. Ce qui C'est est ça. très important, surtout sur une échéance nationale. Et pour certains, je sais pas si c'est ton cas, la dernière échéance nationale en junior, tu en as ou pas? Oui, j'ai en dernière échéance nationale, j'ai Samy, sa dernière année. Je vais prendre la liste dans mes j'ai plus tous les noms en tête. En vrai, les autres, ils ont encore pas mal d'années, je crois. Moi, j'en ai pas. Il me semble que Pas m Turan, il lui reste, encore 1 an, Lenny OK, 2 ans et Nadia 2 ans aussi, je crois. OK. Alors, pour nos France, juniors, donc, je regarde, mais non, tout le monde il y a que Samy qui est sur sa dernière année de junior. Après, donc, nous avons Élise qui est seulement sur sa deuxième année. Nathan, première année de junior. Théo, il lui reste encore au moins 2 ou 3 ans. Damien, pareil. Chloé, pareil. Camille, Camille, je sais plus quel âge elle a exactement. Je me rappelle plus s'il lui reste, je crois il lui reste encore au moins une année en junior derrière. Et Bon, de toute Mathilde, façon, Petit, il lui reste un an aussi. ouais, bon, Donc, il y a que Samy qui est concerné OK, par ça ça. marche. Du coup, on va avoir des beaux matchs, On a des très beaux matchs. prétention à pas mal de podiums. C'est ça, bah, pour revenir rapidement dessus, parce que du coup les inscriptions se sont terminées hier, donc on a les nominations, pour la compétition. Donc on a Élise qui est nominée, 3e par rapport à son total, de qualification. Nous avons Samy qui est nominé 2e. Ensuite nous avons Chloé Cartini qui est nominée, qui est nominée officiellement 2e, mais avec son dernier total en compétition fait à pratiquement 47 kg, on pourrait dire qu'elle est nominée 1re, mais on va dire 2e. Nous avons Mathilde Petit qui est nominée 3e. Donc voilà, après toi de ton côté, tu as Nadia qui est nominée 4e ou 5e, je crois. Et je me demande si Lenny, il est pas nominé 3e ou 2e, 4e? 2e, OK. 2e, ouais, Lénine 2e. J'avais vu, mais et Thuram, lui, un petit peu plus en dessous. Mmh. Après, on a des belles progressions sur ce point-là, donc on verra dans tous les cas le jour J ce qui est possible de faire. Mais pour mes 3 athlètes présents, au France junior, ce sera leur première échéance nationale, OK. donc ce sera une bonne expérience sur ce plan-là. Bah, moi, j'ai Camille Gobin, sa première expérience, sur le plateau, national. Ensuite, c'est que des personnes qui ont déjà fait de la compétition. Théo Legrand qui a eu une très mauvaise expérience sur sa première participation parce qu'il avait bullé l'année dernière. C'était avant qu'on soit en collaboration. Donc là, en fait, on vient prendre quand même une revanche sur sa compétition de l'année dernière où qui s'était très mal fini pour lui. Donc on vient, voilà, c'est un junior moins de 93, on va essayer de sortir le meilleur total possible. Il est en bonne forme en ce moment, il revient bien malgré des épisodes un peu compliqués, donc je suis assez confiant pour la compétition.
Donc hâte de voir tout ça. Mais non, franchement, ça va être que des beaux matchs. Que des beaux matchs. Et en termes d'orga, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a Antoine Lambert qui a passé le certificat d'accompagnateur, donc qui sera avec nous en chauffe. Et puis bah, après, moi, lorsque j'ai géré les inscriptions des coachs par rapport aux athlètes, j'ai fait en sorte qu'on soit tous bien équilibrés pour qu'il y ait tout le temps au minimum 2 coachs par athlète sur tous les plateaux. Voire même parfois, du coup, vu qu'on a 2 athlètes qui sont dans les mêmes groupes, notamment bah, Élise Nadia, Damien Samy, bah, en fait, on sera 4 en chauffe pour les gérer. Ok. Donc ça va être parfait. Donc voilà, hâte d'y être. Donc ça sera à Nancy cette année. Donc on a un beau logement. Franchement, j'ai hâte de le voir en vrai, pour être sûr qu'il n'y a pas de trucs bizarres. Parce que le logement, en gros, on a chacun notre chambre, lit double, chacun notre salle de bain, je crois. On va être bien en forme pour gérer les Voilà. athlètes. Il y a Samy qui sera du coup avec nous dans le Ouais. logement. C'est le seul athlète qui sera avec nous. Parce que bah, c'est mon plus vieil athlète. Et on a plus cette relation malgré tout amie que juste coach athlète. Oui, Donc puis c'est on pour devait ça. avoir la présence d'Ethan, mais au final, ça s'est pas fait parce que pas assez d'athlètes intéressés. Donc, dans tous Ouais, les cas, on avait une place vacante. c'est ça. Et du coup, dans ce logement, on fera aussi tout ce qui est cutting pour les athlètes. Voilà, donc Donc, on on aura quand même cette s'organisera. partie-là qui sera gérée aussi, où ils viendront dans le logement. Et on s'occupera des cuttings et de toute leur vie avant ça. Et si besoin, on pourra aussi les voir un petit peu avant pour parler des matchs. Mm. Mais Bah, je de toute pense que ce façon, sera pas mal. comme j'en avais parlé dans le groupe des France, on va organiser dans pas longtemps un visio avec tout le monde Ouais. pour justement faire une petite réunion, pour que justement les anciens donnent un peu leur expérience pour les nouveaux ou pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Parce que pour certains d'entre eux, l'année dernière, c'était leur première échéance nationale. Et là, cette année, ils viennent, mais pour jouer une place sur un podium, voire même un titre. Et c'est pas exactement la même pression, on n'y va pas avec les mêmes objectifs, parce que bah, entre faire sa première compétition, prendre simplement du plaisir, et la fois suivante, venir pour jouer un titre, c'est pas la même chose. Ah, il y a un Donc, côté stratégique qui est assez important, donc forcément ça va faire une différence. Maintenant, bah, tout cet encadrement qu'on a mis en place, c'est pour que ça se passe au mieux et qu'on ne soit pas surpris par les événements au niveau timing et niveau gestion. mmh, Donc voilà, pour les francs juniors. ouais, ça va être donc du coup, c'est dans un mois. Dans un mois, Ouais. on partira le mercredi de mémoire. Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai plus de date en tête exacte, mais on part le mercredi de mémoire et on revient, bah, soit le dimanche, soit le lundi en fonction des plateaux. Hâte de voir le planning d'ailleurs, le planning final. Très peu d'inscrits d'ailleurs au passage, petite remarque, mais il y a beaucoup moins d'inscrits, hein, par rapport à l'année dernière. Je sais plus la liste finale, mais je crois qu'on est à moins de 180 inscrits. Alors que l'année dernière, bon, il y avait les sub-juniors en plus, certes, mais je crois qu'il y avait pas loin de 280 ou 300 inscrits, je crois. Donc il y a une baisse d'inscription, même d'ailleurs par rapport aux sub-juniors, hein, ça a été ramené, c'est que ça fait que baisser là, sur les 3 dernières années. En 2024, il y avait pas loin de 100-150 inscrits en sub-junior. L'année dernière, il y en avait, je crois, 80. Et là, on a à peine 50 inscrits. D'ailleurs, du coup, la compétition dure sur une seule journée. Ce qui est vraiment dommage parce que du coup, ils avaient pris cette année la décision de splitter les deux catégories d'âge pour que ça soit plus facile en termes d'organisation. Au final, bah, malheureusement, la fédération va se retrouver perdante parce que bah, ils auraient simplement pu rajouter une journée aux francs juniors et organiser les subjus. Mais Bah, je bon, pense après, qu'on a une perte d'intérêt pour les francs subvus en fait. C'est le alors, problème. pour moi, il y a perte d'intérêt peut-être, enfin perte d'intérêt peut-être parce que derrière effectivement c'est plus compliqué pour faire de l'international, vis-à-vis du climat actuel, notamment sur le plan financier et parce que du coup, bah, pour ceux qui ne le savent pas forcément, il y a aucun sub-junior qui sera envoyé au monde. Enfin, pour l'instant parce qu'en vrai j'attends peut-être des modifications à ce niveau-là parce que c'est plus sur le même lieu de compétition. Ça devait être en Afrique du Sud, je crois que ça a changé, pour je sais plus quelle raison, donc à voir ce que ça va dire. J'attends d'avoir des informations lors des France Subju. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a cette raison-là. Il y a la raison que financièrement, c'est beaucoup plus cher. Il faut que l'accompagnant, il paye la formation, l'accompagnement le jour J, donc les 30 € d'accompagnement. Derrière, il y a les frais d'inscription qui ont aussi augmenté. Enfin, tout a augmenté. Et malgré tout, quand on est sur le jour, qu'on est globalement débutant, bah, ça représente un coût quand même pour ce genre de catégorie. Et puis après, bah, le niveau a augmenté. Faut pas Ça aussi. fait un déplacement en plus pour les coachs aussi. Oui, oui, aussi, bien Donc sûr. Après, les forcément, coachs, ça, c'est sûr que c'est un oui. déplacement supplémentaire, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais Mais du coup, c'est vrai qu'on perd un petit peu cette. Enfin, c'est vrai qu'on avait les francs juniors plus sub-juniors, donc on avait un petit peu tout ce paquet-là ensemble. mmh, Donc pareil, dans le public, on peut s'attendre à avoir un peu plus de monde parce que bah, les sub malgré tout, ça ramène quand même un public assez important. C'était une grande convention, il y avait tout le monde en même temps. Là, mmh. c'est séparé. Donc bah, forcément, on peut avoir une petite perte d'influence. Puis comme tu le dis, les tarifs qui augmentent, ça, je pense que ça n'aide pas dans les prises de décision sur le fait de faire ou non les échéances nationales. Voilà, c'est ça. Encore une fois, ça va, nous, on a de la chance. Enfin, j'ai de la chance que du coup, tu as pas de sub-junior, mais c'est à Saint-Germain-en-Laye, donc c'est à 1 heure de chez moi. Donc c'est pas un gros déplacement, je le fais dans la journée. Mais c'est vrai que l'année prochaine, s'ils refont
reprend la même chose? Je pense pas, parce que je pense qu'ils vont se rendre compte que c'est pas forcément smart de fonctionner comme ça, de splitter, surtout qu'il y a le Grand Prix fédéral qui est en plus, bah, cette année. Donc je pense pas qu'ils referont ça, mais si jamais cette fois l'échéance allait je sais pas, à Bordeaux, Montpellier ou autre et que du coup c'est plus le même déplacement, ça devient pénalisant pour le coach. Ah, si les francs subjus, c'est sur une journée, effectivement, la greffée aux francs juniors aurait pu être assez sensé, mais après, peut-être qu'ils s'attendaient à avoir un peu plus de monde aux francs subjus et donc de le Oui, faire bah sur oui. 2 jours. Donc forcément avoir une petite remise en question sur ce point-là. À la base, ils avaient prévu 3 jours, après 2 jours et finalité des inscriptions, bah, une seule journée. Donc voilà, bah, c'est tout en vrai, Je pense qu'on a fait le tour pour les sujets qu'on voulait oui. aborder. OK, bah, du coup, je pense que le prochain, épisode, si on n'en refait pas avant les France Juniors, ça sera justement le débrief des France Juniors. Je pense quand même qu'il y aura une vidéo, heu, avant. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de refaire, Je pense qu'on pourra aborder d'autres sujets, soit directement là-bas si on a le temps, mais ça me paraît, compliqué, soit un petit peu avant ou un petit peu ou mmh, juste après. on verra ça. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. On vous remercie pour votre écoute et puis à une prochaine. From the ground we rose, now the city knows. Lights on us, fall can't be but a soul. Fast life, no lows, highs we chose. Now we can't let them know, let them know.